2024, Ukraine, février, des images satellites révèlent quelque chose d'incroyable. L'armée russe active des chars d'assaut datant des années 1940, pas comme des pièces de musée, mais comme des véhicules de combat, des T-54, conçus en 1945, mis en service en 1949, près de 80 ans d'âge. Pourquoi ? Parce que la Russie a perdu près de 3000 chars d'assaut en Ukraine, selon les chiffres de juillet 2024, 1913 détruits, 530 capturés, 289 abandonnés, 155 endommagés. Les pertes sont si massives que les stocks modernes sont épuisés. Et ce ne sont que les pertes documentées. Les chiffres réels sont probablement plus élevés. La série des T-72 a subi les pertes les plus lourdes. 1216 unités. C'est plus de chars que de nombreux pays membres de l'OTAN en possèdent au total. Les stocks de T-90 de la Russie d'avant-guerre sont épuisés. La plupart des T-80 également. Maintenant, on sort des T-72 des entrepôts qui n'ont pas été entretenus depuis des décennies. Et maintenant, des T-54, des chars de l'ère stalinienne, des chars plus vieux que la plupart des soldats russes qui les conduisent. Mais voici l'ironie que personne ne relève. Ces 100 000 T-54 et T-55, les chars les plus produits de l'histoire, utilisent la technologie allemande. Une technologie que l'Union soviétique a volée en 1946, la technologie d'ingénieurs dont les noms ont été effacés de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vraie histoire. L'histoire qui ne figure dans aucun manuel scolaire. L'histoire de l'opération Ozoaviakim, l'histoire de 2200 ingénieurs allemands enlevés en une seule nuit, et l'histoire de la technologie qui vit dans chaque char russe jusqu'à aujourd'hui, de 1949 à 2024. Commençons par le char lui-même, le T-54. Le développement a commencé à la fin de 1944, premier prototype en février 1945. Production en série à partir de 1949. Avec le T-55 amélioré, entre 96 500 et 100 000 unités ont été produites. Le chiffre exact est contesté, mais une chose est sûre, c'est le char le plus produit de l'histoire. Plus que le Sherman, plus que le T-34, plus que tout autre char jamais construit. Et il n'a pas seulement servi en Union soviétique, la Pologne l'a produit sous licence, la Tchécoslovaquie aussi. La Chine a construit sa propre version, le type 59. Plus de 50 pays ont utilisé le T-54 et le T-55. Des guerres israélo-arabes au Vietnam, de l'Afrique à l'Asie, de Cuba à la Corée, et maintenant, de nouveau, en Ukraine. Pendant la guerre des 6 jours en 1967, les T-54 égyptiens et syriens ont combattu les Centurions et les Sherman israéliens. Au Vietnam, les T-54 de l'armée nord-vietnamienne ont été combattus par les M48 Patton américains. En Angola, les T-54 cubains ont combattu les olifants sud-africains. Partout dans le monde, dans chaque grand conflit de la guerre froide, le T-54 était présent. Mais d'où venait la technologie ? Regardons la suspension. Le T-34, le légendaire char soviétique de la Seconde Guerre mondiale, utilisait la suspension Christie, développée aux États-Unis. Achetée par les Soviétiques dans les années 1930, la suspension Christie était révolutionnaire pour son époque. De grandes roues de route avec des ressorts internes. Elle permettait des vitesses élevées sur terrain accidenté. Mais elle avait un inconvénient majeur. Les ressorts internes prenaient beaucoup de place dans la coque, de la place qui aurait pu être utilisée pour le blindage ou les munitions. Les Allemands ont résolu ce problème en 1942. Le Panther, le meilleur char moyen de la Seconde Guerre mondiale, développé en réponse au T-34, le professeur Ernst Lehr et les ingénieurs de Henschel ont développé une suspension à barre de torsion duale. Les barres de torsion étaient
placées transversalement sous le plancher de la coque. Elles ne prenaient pas de place à l'intérieur, et elles permettaient une course de suspension plus longue que la suspension Christie. Le résultat était supérieur. Le Panther pouvait rouler à grande vitesse sur un terrain accidenté sans secouer l'équipage. La précision du tir était nettement supérieure à celle des chars équipés de la suspension Christie. Le Tiger Firm utilisait un système similaire, développé par Henschel, avec les fameux freins à disque de Hermann Klau, 55 cm de diamètre sur chaque arbre de transmission. Les chars allemands n'étaient pas seulement plus lourdement armés et mieux blindés. Ils roulaient aussi mieux, plus précisément, plus stablement, et les soviétiques l'ont vu, à chaque bataille, à chaque engagement, à chaque défaite. 1943. L'armée rouge a capturé les premiers Panthers à Koursk. Les ingénieurs soviétiques les ont démontés jusqu'au dernier boulon. Ils ont analysé chaque détail et ils ont reconnu la supériorité de la suspension à barre de torsion. En 1943, le bureau de conception Morozov a commencé à développer le T-44, un successeur du T-34, et il n'utilisait plus la suspension Christie, il utilisait des barres de torsion, exactement comme le Panther, exactement comme le Tiger, exactement comme chaque char allemand moderne. L'historiographie soviétique officielle prétend que la suspension à barre de torsion était un développement soviétique indépendant. Le génie inventif soviétique, l'innovation soviétique, sans aide occidentale. Mais la chronologie parle contre. Les faits parlent contre, la technique parle contre. Avant Koursk, suspension Christie. Après Koursk, suspension à barre de torsion. Coïncidence? Difficilement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un transfert de technologie forcé. Le T-44 est devenu la base du T-54. Et le T-54 est devenu la base des T-55, T-62, T-72, T-80 et T-90. Chaque char russe depuis 1945 utilise la suspension à barre de torsion. Chacun d'entre eux. Sans exception, mais la suspension n'était que le début. 1946, 22 octobre. À 3 heures du matin, des unités du NKVD, le ministère soviétique de l'Intérieur, et de l'Armée rouge ont lancé une opération coordonnée dans la zone d'occupation soviétique de l'Allemagne, le nom de code, opération Ozo Aviakim. Ozo Aviakim n'était pas un mot russe, c'était un acronyme. Société pour la promotion de la défense et de la construction aérochimique de l'URSS. Une organisation paramilitaire fondée en 1927, mais ce n'était qu'un nom de code. La vraie mission était le pillage, l'enlèvement de personnes. Aux premières heures de ce jour, 2200 scientifiques et ingénieurs allemands ont été arrachés à leur lit, avec leurs familles, plus de 6000 personnes au total, des hommes, des femmes, des enfants. Les soldats sont arrivés avec des listes. Ils savaient exactement qui ils voulaient. Chaque nom avait été soigneusement sélectionné. Des spécialistes en missiles, des ingénieurs aéronautiques, des experts en radar, des concepteurs de moteurs. Ce n'était pas une rafle aléatoire. C'était une opération précise, planifiée pendant des mois, préparée dans les moindres détails. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'étaient pas autorisés à protester. Ils n'étaient autorisés à ne prendre que le strict nécessaire. 92 trains de marchandises attendaient dans les gares de toute la zone soviétique. En 12 heures, tout était chargé. Direction l'Est, direction l'Union soviétique. C'était le plus grand enlèvement organisé de spécialistes de l'histoire. Qui étaient ces gens? La ventilation est documentée, 1250 spécialistes en aéronautique, 500 experts en missiles, 350 spécialistes en radar. Le reste était réparti entre les propulseurs à propergol solide, la navigation et d'autres spécialisations. Et parmi eux, il y avait des noms qui allaient marquer la technologie soviétique pendant des décennies. Helmut Grötrup,
ingénieur à Peenemünde. Il travaillait sous Wernher von Braun sur le V2. Après l'opération, il a dirigé le développement des missiles soviétiques. Plus tard, après son retour en Allemagne, il a inventé en 1967 la carte à puce, la base de toutes les cartes de crédit modernes. Brynolf Bade, ingénieur aéronautique, en Union soviétique, il a travaillé sur des projets de bombardiers. Après son retour, il a développé le Bade 152, le premier avion de ligne à réaction d'Allemagne. Ferdinand Brandner, ingénieur autrichien en moteur, il a joué un rôle central dans le développement du turbopropulseur Kuznetsov NK-12. Le turbopropulseur le plus puissant au monde, il propulse encore aujourd'hui les bombardiers Tupolev Tu-95, les porteurs d'armes nucléaires stratégiques de la Russie, et Hermann Klaue, l'homme dont l'histoire est presque oubliée. Klaue était ingénieur chez Argus Motoren à Berlin. Il a breveté en 1940 le frein à disque, pas pour les voitures, pour les avions et les chars d'assaut. Les freins à disque Argus étaient utilisés dans l'avion d'entraînement Arado AR-96 et dans le Tiger I. Oui, le Tiger I avait des freins à disque, 55 cm de diamètre sur chaque arbre de transmission, développé par Hermann Klaue. Klaue a déposé environ 800 brevets au cours de sa vie, un inventeur au talent extraordinaire. Mais son nom est presque inconnu. Que lui est-il arrivé après la guerre? Les documents sont lacunaires. Certains de ces brevets ultérieurs portent une adresse à Montreux, en Suisse, mais ces années immédiatement après la guerre restent dans l'ombre. Ce que nous savons, c'est que les Soviétiques s'intéressaient beaucoup à la technologie des freins. Et les freins à disque ne sont devenus la norme dans les chars d'assaut soviétiques qu'après la guerre. Coïncidence? Encore une fois, peu probable. Mais revenons à l'opération Osso Aviakim. Les personnes déportées ont été emmenées dans divers centres de recherche secrets en Union soviétique. Ils travaillaient sous surveillance, leurs courriers étaient censurés, leur liberté de mouvement était limitée. Certains sont restés 5 ans, certains 10, certains plus longtemps. Certains ne sont jamais revenus. Les conditions de travail étaient dures. Hiver russe, rations maigres, surveillance constante. Mais le travail était exigé, jour et nuit. Ils ont développé des missiles, des avions, des radars soviétiques, et oui, des chars d'assaut. Ils ont résolu des problèmes que les ingénieurs soviétiques n'avaient pas réussi à résoudre. Ils ont apporté des connaissances qui ont permis d'économiser des décennies de développement. Et puis, ils ont été libérés, renvoyés en Allemagne, avec l'instruction de garder le silence sur leur travail. Leurs noms ont disparu de l'histoire. La propagande soviétique affirmait que toute la technologie était de leur propre conception. L'ingénieur soviétique génial, le scientifique soviétique supérieur et l'Occident. L'Occident s'est aussi tu, parce que l'Occident avait son propre programme. L'opération Paperclip, Wernher von Braun, le cas le plus célèbre. Mais il y en a eu 1000 autres. Les services secrets américains, britanniques et français ont également récupéré des scientifiques allemands. Personne ne voulait en parler, les Allemands. Ils étaient les perdants. Leur technologie était un butin de guerre. Leurs ingénieurs étaient disponibles. Pas de redevance, pas de reconnaissance, pas d'indemnisation. C'est ainsi que le monde fonctionnait après 1945. Mais examinons les détails techniques. Le T-54 était plus qu'une simple suspension à barre de torsion. C'était une synthèse de l'expérience soviétique et de la technologie allemande. La forme de la caisse, profil bas, blindage incliné, des concepts que le Panther avait perfectionnés. Le montage de la tourelle, une tourelle coulée avec des bords arrondis, conçue pour dévier les projectiles. Similaire à la conception de la tourelle du Panther, la transmission, une transmission manuelle à 5 vitesses avec synchronisation. La synchronisation était une invention allemande, avant la guerre.
Les chars soviétiques n'avaient pas de transmission synchronisée. Les conducteurs devaient faire du double débrayage. Après la guerre, ils ont soudainement eu des transmissions synchronisées. D'où venait cette technologie? De ZF Friedrichshafen, de Maybach, des entreprises allemandes qui avaient développé des transmissions pour chars d'assaut, et les ingénieurs qui connaissaient cette technologie. Beaucoup d'entre eux étaient assis dans des trains de marchandises soviétiques le 22 octobre 1946. Sergueï Korolev, le futur père du programme spatial soviétique, a participé à l'opération en tant que conseiller technique. Avec le grade de colonel, il savait exactement quels spécialistes allemands étaient précieux, et il s'est assuré qu'ils venaient à l'Est. Helmut Grötrup, par exemple. À Peenemünde, il était le numéro 2 après von Braun. Il connaissait chaque détail du V2, et il était prêt à travailler pour les soviétiques. Contrairement à von Braun, qui s'est rendu aux Américains, Grötrup a dirigé l'usine centrale de Bleicherode. Une usine qui comprenait à la fois d'anciennes installations de Mittelwerk et de nouveaux instituts de recherche, plus de 6000 employés allemands. Mais le 22 octobre, c'était fini. Grötrup et ses meilleurs éléments ont été déportés en Union soviétique. Grötrup a travaillé sur le missile R1, une copie exacte du V2, puis sur le R2, une version améliorée avec une plus grande portée. Son travail a jeté les bases du programme de missiles soviétique pour le R7, le premier missile intercontinental, pour Sputnik, pour Youri Gagarin, mais son nom n'apparaît nulle part dans l'histoire spatiale soviétique. Seulement Korolev, le héros soviétique. Grötrup est retourné en Allemagne en 1953. Il n'a jamais été autorisé à parler de son travail en Union soviétique. Les autorités soviétiques lui ont clairement fait comprendre ce qui lui arriverait s'il parlait. Alors, il s'est tu. Il est devenu homme d'affaires, travaillant pour diverses entreprises. Et puis, en 1967, il a déposé un brevet qui allait changer le monde. La carte à puce, le circuit intégré sur une carte en plastique, la base des cartes de crédit, des cartes de téléphone, des cartes SIM, des cartes d'identité. Oui, la carte à puce de votre carte de crédit, sur votre téléphone, dans votre passeport. Tout cela remonte à Helmut Grötrup, un homme qui a développé des fusées soviétiques, qui a été enlevé par les soviétiques, dont le nom a été effacé de l'histoire. Un homme qui a développé des fusées soviétiques et qui a ensuite révolutionné la technologie moderne des paiements, et personne ne connaît son nom. Frédéric Blanchard a connu un destin similaire. En tant que citoyen autrichien, il a travaillé pour Junkers pendant la guerre. Après la guerre, il a été emmené en Union soviétique. Là, il a développé le turbopropulseur NK-12, 14 886 000 watts de puissance, le turbopropulseur le plus puissant jamais construit. Il propulse le Tupolev Tu-95, le bombardier stratégique soviétique que l'OTAN appelait BER. Il est encore en service aujourd'hui, le moteur de Blanchard, mais son nom effacé. Les soviétiques ont attribué l'invention à Nicolas Kuznetsov. Blanchard est retourné en Autriche en 1954. Il a travaillé pour diverses entreprises aéronautiques, pour BMW, pour MAN. Il a participé au développement de moteurs européens. Il est décédé en 1982. Un homme dont le moteur transporte encore aujourd'hui des bombes atomiques russes. Le NK-12 est toujours le turbopropulseur le plus puissant au monde. Il ne vole pas seulement dans le Tu-95, mais aussi dans l'Antonov An-22, le plus grand avion de transport à turbopropulseur de tous les temps. L'héritage de Blanchard vole chaque jour, en Russie, en Ukraine, partout. Et personne ne se souvient de lui. Personne ne sait qu'un ingénieur autrichien a développé le moteur. L'historiographie soviétique l'a effacé, remplacé par Nicolas Kuznetsov. Mais revenons aux chars d'assaut,
Le T-54 est entré en service en 1949, 4 ans après la fin de la guerre, 3 ans après l'opération Ossow-Yakim, et il était meilleur que tout ce que les Soviétiques avaient construit auparavant. La suspension à barre de torsion lui conférait d'excellentes capacités tout-terrain. Sa silhouette basse le rendait difficile à toucher. Le canon de 100 mm pouvait percer tous les chars occidentaux du début de l'après-guerre. L'Occident a été choqué. Les services de renseignement américains et britanniques savaient que les Soviétiques travaillaient sur de nouveaux chars d'assaut. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils progressent aussi vite. La réponse est venue rapidement. Le M48 Patton aux États-Unis, le Centurion en Grande-Bretagne. Mais le développement a pris des années. Les Soviétiques avaient une avance. Grâce à la technologie allemande, grâce aux ingénieurs allemands, 1956, Hongrie. L'insurrection populaire a été réprimée. Et pour la première fois, l'Occident a vu des T-54 en action. Les analystes ont immédiatement reconnu, ce n'était pas un char soviétique primitif. C'était un véhicule de combat très sophistiqué, avec une technologie équivalente à la leur, voire supérieure. Dans certains aspects, comment les Soviétiques avaient-ils réussi cela? La réponse résidait dans les trains de marchandises d'octobre 1946, mais personne ne voulait en parler. Le T-54 est devenu un succès à l'exportation. L'Union soviétique l'a fourni à ses alliés du pacte de Varsovie, aux États arabes, aux pays asiatiques, aux gouvernements africains. Il a combattu en Corée, au Vietnam, dans toutes les guerres israélo-arabes, en Afrique, en Asie, partout dans le monde. Lors de la guerre du Kippour en 1973, des T-55 syriens ont combattu des centurions israéliens sur le plateau du Golan. Des milliers de chars d'assaut des deux côtés. L'une des plus grandes batailles de chars d'assaut depuis la Seconde Guerre mondiale, au Vietnam en 1975. Des T-54 nord-vietnamiens ont enfoncé les portes du palais présidentiel à Saigon. Une image iconique. La fin de la guerre du Vietnam, capturée par les caméras en Angola en 1988, des T-55 cubains ont combattu lors de la bataille de Quito Cuanavale, l'une des plus grandes batailles en Afrique depuis El Alamein. Et partout, ils portaient la technologie allemande au combat, dans chaque escarmouche, dans chaque guerre, sur chaque continent, suspension à barre de torsion, boîte de vitesse synchronisée, blindage incliné. Technologie de tourelles moulées, les ingénieurs qui avaient développé cette technologie étaient oubliés depuis longtemps, mais leur travail perdurait. En 1959 est arrivé le T-55, une version améliorée avec un moteur plus puissant et un meilleur blindage. Il a été produit en quantité encore plus importante. Avec le T-54, au moins 96 500 unités ont été construites. Certaines estimations parlent de 100 000. 100 000 chars d'assaut, tous avec la technologie allemande. Et l'Allemagne n'a rien obtenu en retour, aucune redevance de licence, aucune reconnaissance, aucune indemnisation. Les ingénieurs qui avaient été déportés ont reçu une obligation de silence à leur retour. Ils n'étaient pas autorisés à parler de leur travail. Beaucoup ne l'ont pas fait. L'histoire a été réécrite. Le T-54 était un développement purement soviétique, un triomphe de l'ingénierie soviétique. Et c'est ce qui figure encore aujourd'hui dans la plupart des manuels d'histoire. Mais la technologie ne ment pas. Regardez la suspension d'un T-54, puis regardez la suspension d'une Panthère. La similitude est évidente. Regardez la boîte de vitesse, la synchronisation, les principes de conception, tous des concepts allemands. Les Soviétiques ne l'ont pas inventé, ils l'ont copié, et ils ont enlevé les personnes qui l'avaient inventé. 2024. Ukraine. L'histoire se répète, la Russie a perdu près de 3000 chars d'assaut. Les modèles les plus modernes sont épuisés. Et maintenant, les T-54 sont sortis des entrepôts.
des chars d'assaut qui ont 80 ans, des chars d'assaut qui utilisent la technologie allemande. L'ironie est amère. La Russie combat en Ukraine avec des chars d'assaut dont la technologie de base a été développée par des Allemands. Par des ingénieurs que l'Union soviétique a enlevés en 1946. Et ces chars d'assaut sont détruits par des missiles Javelin ukrainiens. Javelin, développés aux États-Unis, avec une technologie qui remonte également à des inventions allemandes. Panzerfaust, 1943. Le premier lanceur anti-char d'infanterie efficace. Les Américains l'ont étudié après la guerre. Ils ont développé le bazooka, puis le lot, puis la T4. Et puis Javelin, la technologie allemande des deux côtés. Les Ukrainiens utilisent également des chars Léopard 2, des chars allemands, avec suspension à barre de torsion, la même technologie que le T-54. La boucle est bouclée. Mais attendez, ça devient encore plus ironique. Les T-54 et T-55 que la Russie utilise actuellement ne sont pas déployés comme des chars d'assaut normaux. Ils sont trop vieux pour ça, trop vulnérables. Au lieu de cela, ils sont utilisés comme artillerie mobile. Ils tirent depuis des positions cachées, indirectement, comme des obusiers, et certains sont utilisés comme armes suicides. Des soldats russes les chargent d'explosifs, mis à feu à distance, et les envoient sur des positions ukrainiennes, des chars d'assaut vieux de 80 ans, technologie allemande, utilisés comme des bombes roulantes. Les ingénieurs de l'opération Ozo-Aviakim n'auraient jamais imaginé ça. Mais cela montre une chose clairement, la technologie était solide. Les chars d'assaut fonctionnent encore, après 80 ans. Seulement, ils ne servent plus de chars d'assaut. Le temps les a dépassés. Drones, javelins, NLAW, armes anti-chars modernes, drones FPV, qui pour 500 € peuvent détruire un char d'assaut qui a coûté des millions. Le T-54 a été construit pour une autre époque. Une époque où les chars d'assaut étaient les rois du champ de bataille, où l'infanterie se cachait des chars d'assaut, pas l'inverse. Cette époque est révolue. En Ukraine, en 2024, l'infanterie chasse les chars d'assaut avec des drones. Les rôles se sont inversés, mais les principes de base demeurent. La suspension à barre de torsion permet toujours la meilleure mobilité tout-terrain. L'ingénierie allemande de 1942 fonctionne encore, mais la technologie qui l'a rendue possible vit toujours dans chaque T-72, dans chaque T-90, dans chaque char d'assaut russe moderne. Suspension à barre de torsion, invention allemande, et personne ne paie pour ça. Laissez-moi résumer. 1942, des ingénieurs allemands développent la suspension à barre de torsion pour le Panther. Le professeur Ernst Lehr et l'équipe de Henschel, 1943, l'armée rouge capture des Panthers à Koursk, des ingénieurs soviétiques analysent la technologie, 1943, le bureau d'études Morozov commence avec le T-44, avec suspension à barre de torsion, 1945, premier prototype du T-54, 1946, opération Ozo-Aviakim, 22 octobre. 2200 ingénieurs allemands sont enlevés, 6000 personnes au total. 1949, le T-54 entre en production de masse. 1959, le T-55 suit. Jusqu'en 1981, fin de la production du T-55, au moins 96 500 unités produites. 2024, la Russie réactive les T-54 pour la guerre en Ukraine. 80 ans, la même technologie, les mêmes barres de torsion, les mêmes concepts allemands. Et l'Allemagne n'a jamais reçu un centime pour cela. Les ingénieurs de l'opération Ozo-Aviakim sont morts, leurs noms oubliés, leurs histoires non racontées. Helmut Grötrup, décédé en 1981, à Munich. Sa femme a écrit un livre sur son séjour en Union soviétique, mais il a été à peine remarqué. Ferdinand Brandner,
décédé en 1982, à Vienne. Son moteur NK12 vole encore aujourd'hui. Hermann Klau, décédé en 2001, en Suisse. Ses 800 brevets sont presque oubliés, et les 2200 autres, les ingénieurs, techniciens et scientifiques anonymes, les constructeurs de fusées et les techniciens radars, les concepteurs d'avions et les développeurs de moteurs, disparus dans l'histoire. Leurs familles ne savent souvent même pas ce sur quoi ils ont travaillé en Union soviétique. Les documents sont toujours classifiés, les archives toujours verrouillées. Certains ne sont jamais revenus. Certains sont morts en Union soviétique, de maladie, d'épuisement, de chagrin, loin de leur patrie, oubliés du monde. Leurs tombes ne sont pas marquées, leurs noms inconnus, leurs histoires non racontées. Leur travail vit dans les chars d'assaut russes, dans les missiles russes, dans les avions russes. Mais leurs noms sont effacés. C'est la vraie histoire de l'opération Ozoav-Yakim, pas seulement une déportation, une élimination systématique. L'Union soviétique n'a pas seulement pris les gens, elle a pris leur identité, leur histoire, leur réalisation. Et l'Occident a aidé à cela, par le silence, par l'oubli, en réécrivant l'histoire, parce que chacun avait ses propres scientifiques allemands, parce que personne ne voulait attirer l'attention sur les problèmes moraux. Paperclip en Amérique, Ozoav-Yakim en Union soviétique, Alsos en France, des programmes similaires en Grande-Bretagne, 2 faces de la même pièce, ou mieux, 4 faces, 5 faces. Chaque puissance victorieuse a pris ce qu'elle voulait. Werner von Braun est devenu un héros américain. Il a envoyé des Américains sur la Lune. Il a été célébré, honoré, admiré. Les 2200 ingénieurs d'Ozoav-Yakim, oubliés, effacés. Leur travail a été attribué à des scientifiques soviétiques. Leurs noms ont été retirés des documents. C'était la différence. Les Américains ont fait de la propagande avec leurs scientifiques allemands. Les Soviétiques les ont cachés. Mais aujourd'hui, 80 ans plus tard, il est temps de dire la vérité sur 100 000 chars d'assaut, la vérité sur la technologie allemande, la vérité sur les ingénieurs oubliés. Si vous appréciez ces connexions, si vous voulez comprendre comment l'ingénierie allemande a façonné le monde, alors soutenez cette chaîne. Le bouton Super Thanks sous cette vidéo me permet de continuer à faire des recherches, continuer à documenter, continuer à montrer la vérité qui manque dans les manuels d'histoire officiels. Chaque contribution aide, chaque partage répand la connaissance. Maintenant, c'est à votre tour. Connaissiez-vous l'opération Ozoav-Yakim? Saviez-vous que les chars d'assaut russes utilisent la technologie allemande? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Discutez avec d'autres spectateurs. Partagez cette vidéo avec des personnes qui devraient connaître la vérité. Et si vous voulez en savoir plus sur les racines allemandes cachées de la technologie moderne, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche. Rejoignez une communauté qui connaît la vraie histoire. Le bouton Super Thanks sous cette vidéo me permet de continuer à faire des recherches, continuer à documenter, continuer à raconter les histoires oubliées. Chaque contribution aide, chaque partage répand la connaissance. Chaque commentaire montre à l'algorithme que ces histoires sont importantes. La prochaine révélation arrive bientôt. Nous honorerons d'autres ingénieurs oubliés, découvrirons d'autres technologies volées, corrigerons davantage l'histoire. D'ici là, au revoir. Et n'oubliez jamais 100 000 chars d'assaut, technologie allemande, oubliée, des ingénieurs tombés dans l'oubli, le génie allemand, perdu dans les méandres du temps, une expertise dissipée, comme une fumée dans le vent, des innovations abandonnées, des créateurs ignorés, mais la technologie, elle, perdure. Elle se réincarne, parfois de manière inattendue, des ingénieurs, dont les noms sont à peine murmurés.
leurs inventions. Reprises, détournées, parfois même glorifiées sous d'autres cieux, un paradoxe. Cruel, l'oubli des créateurs face à la persistance de leur création.